Michael Jackson a grandi sous la discipline sévère de son père, Joe, qui utilisait souvent une ceinture pour faire respecter les règles. Sa mère, Catherine, était une source de chaleur, renonçant à ses rêves de chanteuse pour soutenir sa famille et sa foi. La vie à la maison était un tourbillon d'émotions pour Michael, depuis les interactions vibrantes avec ses frères et sœurs, jusqu'à la profonde tristesse de perdre son jeune frère, Brandon. Les sombres secrets de son passé pourraient-ils expliquer les gros titres choquants que nous venons de voir? Découvrons le mystère de l'incroyable retour de Michael Jackson. Pourquoi voudrais-je qu'un jeune blanc joue mon rôle? Je suis un noir américain. Je suis fier d'être un noir américain. Je suis fier de ma race. Je suis fier de ce que je suis. Je suis très fier de ce que je suis, de ma dignité. Dans la tragédie de la famille Jackson, la mère de Michael, Catherine, était la force nourricière de la famille. Elle jouait de la clarinette et du piano et rêvait de devenir chanteuse de country. Au lieu de cela, elle a travaillé à temps partiel chez Sears pour aider à subvenir aux besoins de sa famille, tout en restant fidèle à sa foi de témoin de Jéhovah. Et puis il y avait Joe Jackson, son père. Une histoire que nous dévoilerons plus tard. Restez avec nous pour explorer les chapitres les plus sombres. Vivre chez les Jackson signifiait bien plus que gagner sa vie. Cela signifiait avoir quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Il a grandi avec 3 sœurs, Rebby, LaToya et Janet, et 5 frères, Jackie, Tito, Jermaine, Marlon et Randy. Malheureusement, Brandon, le frère jumeau de Marlon, est mort à la naissance, jetant une ombre sur le foyer animé de la famille. Mais ce n'est pas le pire. À l'âge de 1964, Marlon et lui sont entrés dans le monde de la musique, rejoignant un groupe formé par leur père, les Jackson Brothers. Imaginez-le, tout petit, jouant des congas et du tambourin. Mais à la maison, les choses n'étaient pas aussi gaies. Joe Jackson était connu pour sa discipline stricte. Imaginez que vous soyez un petit garçon et que vous fassiez face à votre père, une ceinture à la main, prêt à vous punir pour la moindre erreur. Joe admettra plus tard qu'il utilisait régulièrement la ceinture, une pratique courante à l'époque, bien qu'elle lui ait laissé des cicatrices durables. Il passe de l'arrière-plan au premier plan, partageant le chant avec son frère Jermaine. Le groupe, désormais appelé les Jackson 5, commence à remporter des concours de talent. Imaginez-le, toute jeune, en train de gagner des cœurs avec sa voix et de danser sur des chansons comme Barefootin' et My Girl. Ce n'est plus un simple passe-temps. C'est le début de quelque chose de bien plus grand. De 1966 à 1968, les Jackson 5 partent en tournée, se produisant dans des clubs noirs sur ce que l'on appelait le Chitlin Circuit, en première partie de vedettes telles que Sam and Dave et Gladys Knight. Ces concerts étaient difficiles et exigeants, mais ils affinaient leurs compétences et construisaient leur réputation. Puis, en août 1967, ils réalisent quelque chose d'extraordinaire. Ils remportent une soirée amateur à l'Apollo Theater de Harlem. L'émotion était indescriptible. Ce n'était pas une victoire de plus. C'était leur ticket pour la cour des grands. De retour chez eux, à Gary, ils enregistrent leur premier single, Big Boy. Mais ce n'est que le début de leur voyage. Le monde est sur le point d'assister à la naissance d'une légende de la musique. En 1968, Steeltown Records signe un contrat, mais c'est Bobby Taylor, de Bobby Taylor and the Vancouvers, qui découvre le groupe et l'amène à la Motown. C'était l'occasion qu'ils attendaient. Les Jackson sont ravis et déménagent à Los Angeles, où ils sont sur le point de devenir des superstars. La Motown a un plan pour les rendre célèbres. Diana Ross présentera les Jackson 5 au monde entier. Leur première apparition à la télévision, lors du concours Miss Black America en 1969, est un succès. Et ils volent déjà la vedette. En janvier, sa chanson I Want You Back a atteint la première place du Billboard Hot 100 aux États-Unis, suivi de 3 autres numéros 1. ABC, The Love You Save and I'll Be There. Les Jackson deviennent rapidement célèbres et riches et, en 1971, ils s'installent dans une grande propriété à Encino, en Californie. Mais il est plus qu'un artiste. Il est en train de devenir l'idole des adolescents. Entre 1972 et 1975, Coma sortit 4 albums solo,
Got to Be There, Ben. Music and Me at Forever Michael. Fait remarquable, ce Chanson Ben, qui parle d'un rat, est devenu un hit parade, ce qu'il était le seul à pouvoir réaliser. De nouveaux défis l'attendent, tandis que de vieux liens sont mis à l'épreuve. La poursuite courageuse de la liberté musicale par Michael Jackson. Même avec son succès en solo, il est resté attaché à ses frères. Les Jackson 5 continuent d'innover, de plaire à un large éventail d'auditeurs et de lancer de nouvelles tendances. Cependant, ils se lassent de l'étroitesse du contrôle exercé par la Motown et aspirent à une plus grande liberté de création. Leur danse robotique lors d'une représentation de la machine à danser sur Soul Train est devenue emblématique et a montré leur désir d'essayer de nouvelles idées artistiques. En 1975, ils quittent la Motown, signent avec Epic Records et changent de nom pour devenir les Jacksons. Jermaine est resté chez Motown pour poursuivre une carrière solo, tandis que son jeune frère Randy a rejoint le groupe. Les Jackson continuent de tourner dans le monde entier et sortent 6 autres albums entre 1976 et 1984, Durant cette période, il devient le principal auteur-compositeur du groupe, créant des succès tels que Shake Your Body Down to the Ground et Can You Feel It. Mais en 1977, il fait un déplacement audacieux à New York pour jouer le rôle de l'épouvantail dans le film musical The Wiz aux côtés de Diana Ross. Bien que le film ne soit pas un succès au box-office, il donne lieu à une importante collaboration avec Quincy Jones, qui produira plus tard ses albums les plus célèbres. Pendant son séjour à New York, il participe à la scène hip-hop naissante au Studio 54, ce qui influencera sa musique future. À cette époque, toujours attentif à son apparence, il subit sa première opération du nez en 1978, ce qui marque le début de son aventure avec la chirurgie esthétique. La sortie de Off the Wall en 1979 marque un tournant, le faisant passer du statut d'idole des jeunes à celui de superstar solo à part entière. L'album, qui mêle pop, soul et funk, a produit 4 succès parmi les 10 premiers aux États-Unis. Don't Stop Till You Get Enough at Rock With You, et s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde entier. En 1980, il remporte 3 American Music Awards, mais il n'est pas entièrement satisfait. Il pense que Off the Wall aurait pu être encore plus grand, et il est donc déterminé à faire encore mieux avec son prochain projet. En 1980, Coma a obtenu le taux de redevance le plus élevé de l'industrie musicale, gagnant 37% des bénéfices réalisés sur les albums en gros. Il ne s'agit pas seulement d'une victoire financière, c'est la preuve de son influence durable et de sa volonté de perfection. Et ce n'est que le début de son incroyable voyage pour conquérir le monde de la musique. Dans les années 80, vous êtes-vous déjà demandé ce qui faisait du Thriller de Michael Jackson plus qu'un simple album? Imaginez une veste brillante et un seul gant blanc couvert de paillettes. Telle était sa tenue lors de l'une des performances les plus mémorables de l'histoire de la musique. À l'occasion du 25e anniversaire de la Motown, Yesterday, Today, Forever. Le magazine britannique Vogue l'a non seulement félicité, mais l'a couronné roi du cool, affirmant qu'il avait rendu le moonwalk élégant grâce à ses gants pailletés. Mais ce n'est pas tout. Entre 1984 et 1983, Coma a travaillé avec Freddie Mercury de Queen, ensemble. Ils ont enregistré des chansons comme State of Shock, Victory at There Must Be More to Life Than This. Ces chansons étaient censées faire partie d'un superbe album de duo. Cependant, les choses ont pris une tournure surprenante lorsque Freddie a été surpris de le voir amener un lama dans le studio d'enregistrement. Oui, un lama. Ceci, ainsi que sa désapprobation de certains choix de vie de Freddie, a conduit à la mise en sommeil de There Must Be More to Life Than This, jusqu'en 2014, entre-temps. State of Shock a finalement été enregistré avec Mick Jagger pour l'album Victory des Jacksons, en 1982, une année qui a tout changé pour lui. Il commence à prêter sa voix à Someone in the Dark pour le livre audio de E.T., The Extraterrestrial. Mais le plus grand moment est encore à venir. La même année, il sort Thriller.
Cet album n'a pas seulement bien marché, il est devenu l'album le plus vendu de tous les temps, avec près de 70 millions d'exemplaires écoulés dans le monde. Il a été en tête du Billboard pendant 37 semaines et est resté dans le top 10 pendant 80 semaines consécutives. Il est également devenu le premier album à produire 7 singles Billboard Hot 100 Top 10, dont des succès tels que Billie Jean, Beat It at Wanna Be Startin' Something. Que se passe-t-il après avoir atteint le sommet? L'Omoji Motown, 25, mais ce n'était pas le point culminant. Le 25 mars 1983, Coma s'est réuni avec ses frères pour une performance inédite dans le cadre de l'émission Motown 25 de NBC, diffusée le 16 mai devant 47 millions de téléspectateurs. Il ne s'agissait pas d'une simple émission spéciale de télévision, mais d'un moment décisif au cours duquel il a exécuté le moonwalk pour la première fois pendant Billie Jean, hypnotisant des millions de personnes et obtenant sa première nomination aux Emmy Awards. Lors de la 26e cérémonie des Grammy Awards, Thriller remporte 8 Grammy, un record qu'il partage avec Santana. Quincy Jones et lui sont nommés producteurs de l'année et l'album remporte le prix de l'album de l'année. Beat It remporte le prix du disque de l'année et celui de la meilleure performance vocale rock. Mais les récompenses ne s'arrêtent pas là. Lors de la 11e édition des American Music Awards, il a remporté 8 autres prix, entrant dans l'histoire en devenant le plus jeune artiste à remporter l'Award of Merit. Beat It et Thriller ont dominé dans les catégories vidéo préférée et chansons préférées. Le clip de Thriller était plus qu'un simple clip. C'était un court-métrage dans lequel il dansait avec des zombies. Ce clip a non seulement doublé les ventes de l'album, mais il a également remporté un Grammy pour la meilleure vidéo musicale, long format. Il n'était plus seulement une pop star, mais une icône culturelle mondiale. Le magazine Time l'a qualifié d'homme orchestre de l'industrie musicale, brisant toutes les frontières du goût, du style et de la couleur. Le New York Times l'a résumé ainsi. Dans la musique pop, il y avait lui, et puis il y avait tous les autres. Il a reçu 1 500 000 $ à la suite d'un règlement judiciaire avec le centre médical Brutman, qui a décidé de dédier un centre de traitement des brûlures à son nom. Mais ses relations avec Pepsi ne s'arrêtent pas là. À la fin des années 1914, il a signé un autre accord avec Pepsi pour un montant faramineux de 10 millions de dollars. Ce contrat couvre 20 pays et permet de financer son album Bad et sa tournée mondiale. Il devient un grand nom de la publicité, travaillant avec des marques telles que LA, Gear, Suzuki et Sony. Mais ses contrats avec Pepsi sont les plus rentables. En 1984, lui et ses frères lancent le Victory Tour, qui attire plus de 2 millions de fans à travers l'Amérique. C'est un grand succès, mais il y a un moment doux amer. C'est sa dernière tournée avec ses frères. Lors du dernier concert au Dodger Stadium, il surprend le public en annonçant qu'il se lance en solo. En 1985, Coma connaît un autre grand moment lorsqu'il s'associe à Lionel Richie pour écrire We Are the World au profit d'une œuvre de bienfaisance. La chanson n'est pas seulement un succès. Elle déclenche un mouvement mondial et permet de récolter 63 millions de dollars pour lutter contre la famine en Afrique et aux États-Unis. Elle devient l'un des singles les plus rapidement vendus de l'histoire, avec 20 millions d'exemplaires vendus et 4 Grammy Awards, dont celui de la chanson de l'année. Mais ce n'était pas tout ce qu'il avait prévu de faire. Paul McCartney lui a appris à quel point l'écriture de chansons pouvait être précieuse. En 1983, il commence à investir dans des catalogues musicaux et, en 1985, il fait un geste audacieux en achetant le catalogue ATV Music Publishing pour 475 millions de dollars. Cet achat comprend la quasi-totalité des chansons des Beatles, ce qui fait de lui une figure puissante de l'industrie musicale. Mais sa carrière ne s'arrête pas là. Au milieu des années 1980, son changement de couleur de peau attire l'attention. Sa peau, qui était auparavant d'un brun moyen, a commencé à s'éclaircir, ce qui a donné lieu à de nombreuses spéculations dans les médias. Les gens se demandaient s'il faisait exprès de changer de couleur de peau. Mais en 1983, son dermatologue, le Dr. Arnold Klein, lui a expliqué qu'il souffrait de vitiligo,
une maladie qui entraîne une perte de pigmentation de la peau. Il est également atteint d'un lupus discoïde, diagnostiqué à la même époque. En 1936, les effets du vitiligo étaient évidents, et il utilisait du maquillage et éventuellement des crèmes sur ordonnance pour unifier son teint. Il a toujours dit qu'il n'essayait pas de changer qui il était, mais simplement de contrôler sa maladie. Cependant, il lui était difficile d'entendre des rumeurs selon lesquelles il voulait modifier son identité raciale. Derrière la célébrité se cachent des batailles personnelles. Le chemin sombre de Michael. Au-delà du miroir, pendant cette période difficile, Michael s'est rapproché du Dr. Klein et de son assistante, Debbie Rowe, qui deviendra plus tard sa seconde épouse et la mère de ses 2 premiers enfants. Son apparence a également changé. Dans son autobiographie de 1980 et lors d'une interview en 1933, il a admis s'être fait refaire le nez à 2 reprises et avoir une fente au menton. Il a également parlé de ses efforts pour perdre du poids afin d'obtenir un corps de danseur. Cependant, des rumeurs ont fait état d'autres opérations chirurgicales et d'une possible anorexie, car on le voyait souvent très maigre et parfois étourdi. Après sa mort, sa mère a révélé que ses premières chirurgies esthétiques étaient des tentatives de traitement de son problème de peau. Il ne voulait pas se sentir gêné. Elle a également suggéré que la pression intense qu'il subissait l'avait peut-être poussé à modifier davantage son apparence au fil des ans. Il semble qu'il ait subi plus de procédures médicales qu'il ne l'admettait ouvertement, et certains pensent même qu'il en était devenu dépendant. Mais passons à la vitesse supérieure et parlons de l'une des histoires les plus étranges de 1086, le caisson à oxygène hyperbare. La rumeur veut qu'il y ait dormi pour retarder le vieillissement. Il l'a nié. Mais le bruit a couru qu'il avait partagé une photo de lui dans le caisson avec le National Enquirer. Il a expliqué que cette photo n'était rien d'autre qu'un coup de publicité pour un film sur l'espace qu'il prévoyait de tourner. Mais les histoires bizarres ne s'arrêtent pas là. Les journaux regorgent d'articles dans lesquels il se fait des injections pour garder sa voix aiguë, demande Elizabeth Taylor en mariage et crée même un sanctuaire à son effigie. Sans oublier l'opération des yeux qu'il aurait subie. Son manager, Frank Dio, a balayé la plupart de ces histoires, mais il a admis posséder la caméra. Je ne sais pas s'il l'utilise pour dormir, mais il pense que c'est bon pour sa santé. Il s'intéresse vraiment au bien-être, a déclaré Mel Dio. Mais les histoires sont devenues encore plus folles lorsqu'il a fait une tournée au Japon avec son chimpanzé de compagnie, Bubbles. Les médias ont commencé à le dépeindre comme un personnage de conte de fées qui se liait d'amitié avec les animaux, le comparant à une véritable Blanche-Neige. Il est également tristement célèbre pour avoir tenté d'acheter les ossements de Joseph Merrick, également connu sous le nom d'Elephant Man, en juin 1987, Le Chicago Tribune rapporte que son porte-parole a offert $1 million pour le squelette, mais que le London Hospital Medical College a décliné l'offre. Cette rumeur ne fait que renforcer son image de personne peu conventionnelle. En septembre 1986, un tabloïd britannique l'a même surnommé Wacko Jacko après l'histoire de la caméra, une étiquette qu'il détestait. Notamment parce que ce surnom avait des origines offensantes liées aux insultes racistes des années 80. Mais ce qui est étonnant, c'est que, malgré toutes ces histoires étranges, son côté créatif a continué à prospérer. Il a fait équipe avec George Lucas et Francis Ford Coppola sur le film de 17 minutes 3D Captain EO. Ce n'était pas un film ordinaire. Il s'agit d'une production de $30 millions présentée en 1986 à Disneyland et dans d'autres parcs. Les fans l'adorent, et après avoir été interrompu à la fin des années 1990, il réapparaît après sa mort, ravissant à nouveau les fans. À peu près à la même époque, le magazine Ebony a rapporté en 1987 qu'il avait pris ses distances avec les témoins de Jéhovah, la religion dans laquelle il avait été élevé. Cela pourrait être dû à la forte désapprobation de son clip Thriller, qu'il a dû désavouer publiquement dans un magazine des témoins en 1984. Cependant, dans une interview en demi-encre, il a mentionné qu'il faisait toujours partie de la foi, laissant de nombreuses personnes perplexes quant à ses véritables croyances religieuses. Alors que les échos du passé s'estompent, un nouveau chapitre s'ouvre.
celui du voyage record de B.A.D. Mais ce n'est pas tout. En 1987, Comma B.A.D., son premier album depuis 5 ans, qui suscite un énorme engouement dans le monde de la musique. Le buzz dans le monde de la musique est énorme et l'album ne déçoit pas. B.A.D. devient le premier album de l'histoire à produire 5 singles numéro 1 aux États-Unis, dont des succès comme I Just Can't Stop Loving You, B.A.D. The Way You Make Me Feel et, bien sûr, Smooth Criminal. L'album a connu un succès massif, remportant plusieurs Grammys et American Music Awards, et se classant en tête des palmarès dans 25 pays. En 2012, B.A.D. s'était vendu entre 30 et 45 millions d'exemplaires dans le monde entier, confirmant ainsi son statut de phénomène mondial. La tournée mondiale de B.A.D., qui s'est déroulée de septembre 1987 à janvier 1989, a connu un succès incroyable. Au Japon, il entre dans l'histoire en donnant 14 concerts à guichets fermés et en attirant 570 000 personnes. Au Royaume-Uni, il a établi un nouveau record en attirant 54 000 fans lors de 7 concerts à guichets fermés au stade de Wembley, ce qui lui a valu d'entrer dans le livre Guinness des records. Mais son influence ne s'est pas limitée à la musique. En 1988, Comma a raconté sa vie dans l'autobiographie Moonwalk, dans laquelle il parle de ses premières années, de son temps avec les Jackson 5 Commas et des défis qu'il a dû relever. Le livre est devenu un best-seller, vendu à 200 000 exemplaires, et a figuré en tête de la liste des best-sellers du New York Times. La même année, il reçoit la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris et sort le film Moonwalker, qui devient la cassette vidéo la plus vendue aux États-Unis. En mars 1980, Comma achète une immense propriété de 200 acres près de Santa Ynez, en Californie, qu'il transforme en Neverland Ranch. Cet endroit, avec sa grande roue, son carrousel, son zoo et son cinéma, semble tout droit sorti d'un conte de fées. Neverland lui permet d'échapper à sa vie sous les feux de la rampe. À la fin des années 70, il avait déjà gagné le titre de roi de la pop, un nom que lui avait donné Elizabeth Taylor lors de la cérémonie des Soul Train Heritage Awards en 1989. Et même le président George H.W. Bush l'avait reconnu comme artiste de l'année. Bush l'a reconnu comme artiste de la décennie. Sa générosité était également bien connue. Entre 1985 et 1995, il a fait don de 455 000 $ à l'United Negro College Fund. Et tout l'argent de son single Man in the Mirror a été reversé à des œuvres caritatives. Il reçoit même une 2e nomination aux Emmy Awards pour sa prestation lors de la célébration du 60e anniversaire de Sammy Davis Jr. Mais ce n'est pas la seule chose notable qui s'est produite. À la fin des années 70, Michael Jackson est devenu la plus grande star du monde. Sa musique, son style et sa gentillesse ont influencé des millions de personnes et lui ont permis de devenir une figure emblématique. Cependant, sa vie personnelle est compliquée. À la fin de l'année 1993, au sommet de sa gloire, Michael demande en mariage par téléphone Lisa Marie Presley, le fils d'Elvis Presley, alors qu'ils se fréquentent depuis un certain temps. Ils se sont mariés en mai 1994 en République dominicaine, mais leur mariage n'a pas duré longtemps. Les médias ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait plus d'une question de publicité que d'amour. En décembre 1995, ils se sont séparés et, en janvier 1996, Lisa Marie a demandé le divorce, demandant seulement que son nom de jeune fille soit rétabli. Malgré les hauts et les bas de sa vie personnelle, Michael continue de repousser les limites de la musique et collabore même au jeu vidéo Sonic the Hedgehog 3 Inches pour la Sega Genesis. L'album a connu un succès immédiat, se classant en tête des hit parades dans le monde entier et devenant l'album multidisque le plus vendu de l'histoire, avec 20 millions d'exemplaires écoulés dans le monde. Il comprend un mélange de ses plus grands succès et de nouvelles chansons, ce qui lui vaut une nomination aux Grammy Awards, bien que les critiques soient mitigées. Le single Scream Childhood, en duo avec sa sœur Janet, exprime ses frustrations à l'égard des médias et devient un succès. Un autre titre, You Are Not Alone, est entré dans l'histoire en se classant numéro 1 du Billboard Hot 100,
La chanson They Don't Care About Us a suscité la controverse, ce qui a incité Michael à en sortir une version révisée. Selon vous, qu'est-ce qui a vraiment motivé le mariage de Michael Jackson avec Lisa Marie Presley et